maintenant d'aborder en fait un thème absolument fondamental qui touche toujours donc aussi bien dans la construction du couple que dans ce que l'on est censé transmettre aux enfants, c'est ce que l'on nomme la construction d'un concept de soi positif. Alors, comme à l'accoutumée, je vais vous partager ici un document. Alors, je m'inspire essentiellement, encore une fois pour ce cours, de ce que j'ai appris du grand maître, le Rav Yaakovson. Et je vais donc maintenant vous partager immédiatement le document. Alors, attendez 2 secondes, le temps que je fasse la manip. Voilà. Hop. Alors, voilà. Voilà. Mmh. Voilà. Est-ce que tout est OK? Est-ce que tout le monde a bien le document sous les yeux? Oui, c'est bon. C'est bon, génial. Alors on peut attaquer. Merci. Regardez, on va procéder de la façon suivante. Vous avez un document sous les yeux. On va d'abord procéder à un diagnostic, donc essayer d'analyser la façon par laquelle une image de soi se construit. Ensuite, on essaiera de voir comment on peut construire de façon positive le concept de soi, quels sont donc les éléments essentiels. Et enfin, lorsque un individu est malheureusement, je dis bien malheureusement, déjà doté d'un concept de lui trop affaissé, qu'est-ce que j'appelle un concept de lui trop affaissé? Affaissé, ça veut dire que l'individu se retrouve devant une proposition d'embauche, par exemple, et puis il sait qu'il est qualifié pour répondre oui à cette proposition, et puis d'un coup vient une sorte de voix qui retentit à l'intérieur de lui, qui lui dit mais non, laisse béton, tu n'y arriveras jamais, c'est pas pour toi, ça va être trop dur pour toi. Alors ça, ce sont ces voix qui sont à l'intérieur de nous, qui nous freinent, qui jouent le rôle un petit peu de ce frein permanent, qui fait que ben voilà l'opportunité qui s'est présentée à moi, ben je l'ai laissé filer. Bon, ça peut être un job, ça peut être tout simplement parfois son mazal, chas shalom, de passer totalement à côté de sa possibilité de construction. Ça peut être tout simplement dans de multiples domaines de la vie, passer à côté de quelque chose pour lequel je me sens profondément calibré, je suis capable de, mais il y a un frein permanent qui me dit non, laisse béton, c'est pas possible. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce que j'appelle le concept de soi atrophié. Eh ben, la question, c'est comment on fait dans la vie lorsqu'on a déjà un concept de soi atrophié, comment on s'oriente vers une thérapie. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, toutes les 3 points qu'on va voir ensemble. Alors, je commence donc par le diagnostic. Il est proposé donc par le Rav Yaakovson. Il raconte comme ça l'histoire suivante. Donc, je vous rappelle, le Rav Yaakovson est un très très grand éducateur contemporain. Et il a donc une académie talmudique en Israël, dans laquelle il reçoit justement les personnes qui sont un petit peu, entre guillemets, les déchets du système, donc des personnes qui n'ont pas réussi à suivre un cursus normal, classique, et qui débarquent chez lui. Et il essaie donc, lui, justement, de les reconnecter. Reconnecter aussi bien à la Torah, aux mitzvot, mais aussi reconnecter avec leur propre histoire, les reconnecter avec leurs sentiments. Et la plupart du temps, donc, il arrive avec des gens, enfin, il récupère des gens qui ne sont pas forcément des personnes qui ne sont pas adaptées au niveau intellectuel, au niveau d'études requis dans le monde des yeshivot. Il reçoit surtout des personnes dont il nous dit sans arrêt qui ont été tout simplement massacrées par un contexte familial compliqué, par un professeur qui s'est un petit peu trop acharné sur la personne. Ça veut dire qu'en fin de compte, très très souvent, c'est l'échec, si vous voulez, en tout cas lorsqu'il les récupère, c'est très souvent lié à ce concept de soi atrophié. Alors, l'histoire commence dans sa yeshiva, dans son académie de musique. Il reçoit un enfant qui lui dit, voilà, écoutez Rav, j'ai un petit souci. Il dit, c'est quoi ton souci? Ben, en fait, je fais des rêves prémonitoires. C'est-à-dire, ben voilà, je rêve régulièrement que je vais me casser la figure, que je tombe d'un escalier, que je loupe une chaise, que je glisse sur une peau de banane. Et à chaque fois que je rêve, juste après, ça se passe. Donc, c'est du rêve prémonitoire. Il dit, oui, ça a l'air. Et le Rav, il dit, écoute, c'est un peu bizarre, je ne connais pas vraiment très bien ce domaine, je ne suis pas vraiment calé là-dedans, mais tu es bien sûr que lorsque tu tombes, tu n'es pas en train, tout simplement, d'imaginer, de croire que tu as rêvé ça. Parfois, ça arrive, on vit une situation,
on a l'impression que cette situation est quelque chose qu'on a déjà rêvé. Il dit non, pas du tout. Si vous voulez, on peut même faire un essai. Voilà, la prochaine fois que je rêve que je me casse la figure, eh ben, je viendrai vous le dire. On verra ce qui se passe ensuite. Bon, alors il dit ok, pas de souci. 2-3 jours après, l'enfant débarque, il voit le Rav, il lui dit écoutez, Rav Yakovson, sachez que j'ai rêvé que j'allais me casser la figure. Ok, j'entends. Et ça ne manque pas, 2 ou 3 jours après, le gamin débarque avec une béquille. Il a effectivement loupé une marche d'escalier. Il a une entorse à la cheville droite. Et donc le Rav est un petit peu intrigué parce que là, on ne peut pas dire qu'une fois qu'il est tombé, il croit qu'il a rêvé. Non, non, il avait annoncé, il avait prévenu, j'ai rêvé, et boum, voilà ce qui se passe. Alors, le Rav réfléchit, pense, et puis d'un coup, il a une idée. Il reconvoque l'enfant, il lui dit, d'accord, moi j'ai ma petite idée par rapport à ce qui t'arrive, je vais marquer ce que je pense. Pour le diagnostic, je le marque sur une feuille, on l'enferme dans une enveloppe, scellée à double tour, on la met dans le coffre-fort de la yeshiva, et je te donne la clé du coffre-fort, de façon à ce que ni toi ni moi nous puissions avoir accès. Ça veut dire que toi, si tu arrives et tu ouvres la lettre, je saurai, et moi, je ne peux pas avoir accès, donc la lettre est totalement gardée. Je marque dessus ce que je pense qui va t'arriver, et après, on verra si c'est juste ou c'est pas juste. Bon, ok, pas de souci. Que fait le Rav? Le soir même, il débarque dans la chambre où dormait l'enfant, donc c'est des chambres où il y a plusieurs enfants qui dorment, vers 3 heures du matin. Il voit que l'enfant vérifie qu'il dort bien, et puis s'approche de lui, très délicatement. Il commence à lui murmurer à l'oreille, ne t'en fais pas, n'aie pas peur, tout se passera bien. Et l'enfant dort. Et il commence un petit peu à augmenter les décibels, n'aie pas peur, tout se passera bien. Et il continue à dormir, n'aie pas peur, tout se passera bien. Il continue à dormir. Et voilà que, au bout d'un moment, l'enfant commence un petit peu à se réveiller, il ouvre les yeux, il est intrigué par la vision du Rav. Et le Rav lui dit, n'est-ce pas que tu étais en train de rêver que tu te cassais la figure? Et l'enfant, dans un semi-sommeil, à moitié comateux, il dit oui. Eh bien, t'inquiète pas, tout se passera bien. Et boum, il tombe, cette fois-ci dans le sommeil, et il se met à dormir. Voilà ce qui s'est passé. Bon. Le lendemain, l'enfant débarque auprès du Rav, il dit, il me semble, j'ai l'impression que j'ai rêvé que j'allais me casser la figure. Et ça ne manque pas encore une fois. 2 jours après, l'enfant redébarque, avec cette fois-ci non plus une bande au pied, mais cette fois-ci une bande à la main. Il est tombé, il s'est cogné contre le mur, et boum, il s'est fait mal à la main. À ce moment-là, le Rav lui sourit, enfin, non pas parce qu'il est heureux de voir qu'il s'est fait mal, mais il lui dit, bah, je te propose maintenant de prendre la clé, d'ouvrir le coffre-fort et de voir ce qui s'est passé. Donc ils arrivent, ils ouvrent le coffre-fort, il ouvre la lettre, et qu'est-ce qui était marqué dans la lettre qui avait été écrite par le Rav au préalable? Il dit, voilà, je vais te faire croire que tu as rêvé que tu tombais, c'est ce qu'il a fait en fait le fameux soir, où il lui a susurré cette idée, n'est-ce pas, que tu tombais, c'est vrai que tu tombais, qui fait qu'une fois que tu auras cette image dans la tête, la seule façon de pouvoir te libérer de la tension que te procure ce rêve, que t'orchestre ce rêve, parce qu'en fait, finalement, quand tu as rêvé que tu allais tomber, tu es en permanence inquiet de tomber, tu as peur, et tu as vu à quel point ça s'est régulièrement passé. Alors, étant donné que tu vis dans une tension, la seule façon d'éviter cette tension, c'est tout simplement de provoquer l'incident. Donc, je répète, ce que je vous ai marqué ici dans le grand 1 petit b, le principe du scénario qui se concrétise pour éviter la tension du scénario. Je répète, la peur de la chute est plus insoutenable que la chute elle-même. Et donc, de façon inconsciente, évidemment, de façon inconsciente, l'enfant va provoquer une chute de façon à ce qu'une fois qu'il est tombé, il ne sera plus dans la hantise, dans l'angoisse, dans la peur de tomber. Voilà un petit peu comment fonctionne donc le système. Alors, le Rav l'a mis en exergue grâce à ce papier, en tout cas grâce à cette expérience, mais ça montre, si vous voulez, le fait que lorsque j'ai une image de moi dans la tête, cette image va un petit peu jouer le rôle de tuteur,
de tutrice qui fait que je vais obéir à cette image pour justement me séparer de l'angoisse que provoque cette image. Alors, plusieurs applications existent à ce mécanisme. La première que je vous donne, c'est les fameux accidents de la route que Dieu préserve. Vous savez que depuis les années 60, tous les gouvernements des démocraties modernes ont mis en place des véritables techniques pour essayer d'enrayer au maximum le problème des accidents mortels sur la route. Alors, ça a commencé par les ceintures de sécurité obligatoires à l'avant pour l'autoroute, puis après en permanence à l'avant, puis ensuite à l'arrière. Ouais, j'ai connu ça il y a très très longtemps. Mais ensuite, on a mis en place les principes des permis à points qui fait que petit à petit, on oblige un certain respect des lois, on oblige un certain respect de la vitesse. Bref, tous les gouvernements ont mis ça en place. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'ils ont fait aussi des statistiques pour voir quels étaient les sujets les plus dangereux. Et voilà que les statistiques nous montrent une chose assez incroyable, c'est que si on se pose la question, quelles sont les personnes les plus dangereuses au volant? Alors évidemment, on enlève la catégorie des gens qui ont pris de la drogue, qui ont pris de l'alcool. Je ne parle pas des personnes qui sont sous l'effet d'un mécanisme extérieur. Je parle d'un individu normal, qui a eu son permis normalement, qui n'est pas sous l'emprise d'une drogue ou de l'alcool, je ne sais quoi, ou d'une colère quelconque. Si on regarde donc dans une population, quelles sont les personnes qui sont les plus sujettes à avoir des accidents, voire mortels, en tout cas au moins des accrochages, si ce n'est des accidents? Alors évidemment, on enlève aussi les jeunes conducteurs qui, eux, en général, sont des personnes qui n'ont pas encore la maîtrise, mais prenons des personnes qui ont 10-15 ans de conduite, ouais, à nombre d'années égales de conduite, quelles sont les personnes qui seront plus dangereuses que d'autres? Ils se sont rendus compte, très intéressant, pardon, que les personnes les plus dangereuses au volant sont les personnes qui ont un caractère pessimiste. Ça veut dire, c'est quoi pessimiste? Ça veut dire que c'est des personnes qui voient très souvent la vie en noir, qui sont très souvent en train d'imaginer des scénarios catastrophes. Et étant donné que ce sont des personnes qui systématiquement se nourrissent, s'alimentent de possibilités de scénarios catastrophes, par exemple, la personne va prendre le volant et d'un coup, il va se dire, oh là là, on ne sait jamais, peut-être il y a une maman qui ne fera pas suffisamment attention à son enfant, elle risque de le laisser traverser n'importe comment, je risque d'avoir d'un coup un enfant qui débarque, et puis je ne sais pas, peut-être celui-là, il va me brûler la priorité, il ne va pas voir le stop, cette personne ne va pas s'arrêter au feu rouge, bref, il est dans une tension permanente par rapport à tout incident, toute catastrophe qui pourrait surgir. Mais maintenant, vivre avec cette tension au volant, c'est tellement insupportable qu'une des façons de se libérer de ce stress, c'est justement, paradoxalement, de provoquer, alors pas, évidemment, il ne va pas vouloir provoquer un accident mortel, mais une fois que la personne aura un accrochage, cette personne pessimiste, eh ben, d'une certaine façon, il se sentira libéré de la peur de l'accident. Ça, c'est donc une des illustrations. Donc, encore une fois, la peur de l'accident est tellement insoutenable qu'il vaut mieux une fois pour toutes avoir un accident au niveau évidemment inconscient pour se libérer de cela. Deuxième exemple qu'on peut donner, c'est le fameux blanc le jour de l'examen. Alors, on ne parle pas évidemment du blanc de la personne qui n'a pas été sérieuse, qui ne connaît rien, qui a fait une impasse pratiquement sur tout. Lui, s'il a un blanc, c'est un peu normal, c'est pas un blanc qu'il a, c'est un rouleau de peinture blanche, évidemment. Je parle de la personne qui est sérieuse, qui connaît son programme, qui a fait une ou deux impasses, et c'est pas là-dessus que ça tombe le jour de l'examen. Donc, Baruch Hashem, a priori, il est bon, il est béton. Et puis, il ne sait pas ce qui se passe. D'un coup, il y a quelque chose qui vient et qui lui bloque les réponses, qui lui bloque les choses qu'il sait, il les connaît, et il sait pas ce qui se passe, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je me rappelle au bac de physique, en 89, ça fait un bail, ouais. On était dans ma classe, on était une classe très, très aguerrie, notamment en chimie. Mais même une bonne partie de la classe avait présenté les Olympiades de chimie, donc on était vraiment très, très fort. Et je me rappelle le jour du bac, ça m'a vraiment marqué. Je tombe sur un examen, un exercice, mais alors vraiment plus classique que ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas aussi classique. C'est le truc je pouvais faire les yeux fermés en écrivant avec les pieds tellement c'était classique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis en blocage. Un blanc. Un blanc sur 1 plus 1 égale 2, quoi. Un truc pH égale pK plus log de B sur 1, mais un truc d'une simplicité, mais incroyable. Et je bute, il passe 1 minute, 2 minutes, je prends un petit chocolat pour reprendre un peu mes esprits, sortir de ma tension,
Et puis 5 minutes, au bout de 10 minutes, 15 minutes, je ne sais plus, 15 minutes, pas possible. 15 minutes, je n'ai pas pris un point. Pas possible, il n'y a plus que 3 heures, il n'y a plus que 2h45. Je dis, bon, ok, tant pis, je passe. Je fais tout le reste. Et qui dit tout juste, au Hachem, mais j'ai loupé 5 points, bêtement. Ouais, et qui étaient des points faciles parce que, alors, c'est quoi le blanc? Ouais, on parle, encore une fois, je connaissais ma partition. Je connaissais parfaitement ce type d'exo. Je n'étais même pas surpris par ça. C'était l'exercice classique de chimie en bac C de l'époque. Et j'ai buté. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais en permanence, durant mes révisions, en permanence cette peur du blanc, parce qu'il existe un mythe du blanc du jour d'examen. Et peut-être qu'en arrivant sur un exercice facile, eh ben, j'ai voulu inconsciemment m'affranchir de ce blanc, de dire voilà, c'est là que j'ai mon blanc pour me libérer des autres et pour faire le reste. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau psychique, mais une chose est sûre, c'est que c'est certainement lié à une construction mentale de la peur du blanc qui sécrète lui-même le blanc. Voilà un petit peu la chose. Et je vous donne un troisième exemple, on s'arrêtera là-dessus au niveau des exemples. Ouais, c'est un peu ce qui se passe aussi lorsqu'on apprend aux enfants à faire du vélo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez quand vous avez appris ou quand vous avez vous-même appris à vos enfants, mais vous avez deux types de mamans, deux types de papas. Vous avez les mamans qui sont zen, les papas qui sont zen, et qui apprennent à l'enfant, ben, c'est rationnel, quoi. Tu commences à te mettre sur un vélo à 4 roues, puis on enlève, on remonte un petit peu les roues de derrière, puis on enlève une roue, 2 roues, et après, ben voilà, on tient un peu l'enfant derrière par la selle, et puis après, ben vas-y, prends ton envol, et l'enfant commence un petit peu à truc, fais attention à droite, à gauche, voilà, très simple. Ça, c'est les parents zen. Mais il y a des parents un petit peu fudge sur les bords, parfois, et qui fait que, ben, ils commencent à stresser comme des fous. Waouh, mon fils, ma fille, elle risque de prendre le vélo, elle risque de se casser la figure. Donc, une sorte d'angoisse terrible que la maman ou le papa a, mais qui ne garde pas pour lui, qui transmet à l'enfant. Et donc, lorsqu'il lâche l'enfant, il dit, mais fais gaffe, ouais, il y a une grosse pierre sur le bas-côté de la rue. Et alors, si on le dit de façon bon, tu fais attention, là-bas dans le carrefour, il y a une pierre, essaie de l'éviter. Bon, c'est détente, c'est une pierre qui est sur le côté, il n'y a pas de souci. Mais lorsque je commence à charger l'enfant en disant, mais fais gaffe, il y a une pierre, et tu sais, j'ai hyper peur, parce que si tu tombes dessus, tu peux te casser les dents. Ouais, c'est-à-dire, mais maintenant la pierre, elle est sur le bas-côté, elle n'est pas en plein milieu. On ne sait pas pourquoi, mais l'enfant, il est tellement stressé par cette pierre qu'il va être attiré par la pierre. Et donc, paradoxalement, en lui distillant une tension de l'accident, on l'amène rapidement à se libérer en provoquant lui-même l'accident. Donc, bref, un petit peu plus illustration de ce mécanisme, ouais, qui est finalement, encore une fois, ce que je veux retenir ici, c'est que l'image du scénario de moi, ouais, négatif, soit qui tombe, soit qui n'arrive pas à actionner ses neurones le jour de l'examen, soit parce qu'en fait, il apprend le vélo, il a peur de tomber, ce scénario-là va devenir en fin de compte mon gouvernail. C'est lui qui va prendre les commandes et donc je vais être un petit peu presque attiré par ce scénario pour me libérer de la tension de ce scénario. Voilà un petit peu le. Alors, maintenant, si c'est comme ça que ça fonctionne, si tout fonctionne de l'image, alors on va voir comment on construit une image auprès d'un enfant positive qui va lui permettre au contraire d'être dans un scénario winner et pas un scénario qui serait un scénario de loser, de quelqu'un qui va perdre. Voilà. Je raconte une deuxième histoire, une histoire qui est vraie, qui est ramenée par Ravek Hobson, qui l'a vécue. C'est ce que j'ai appelé ici dans le grand 2 petit a, le mutisme de l'enfant traumatisé. Alors, de quoi parle-t-on ici? Il y avait donc un jour, débarque dans son académie, chez Ravek Hobson, un enfant donc, qui est envoyé par un psychologue. Le psychologue appelle Ravek Hobson et lui dit, voilà, je m'occupe de cet enfant depuis des années, et je voudrais que tu puisses le garder pendant 15 jours, je dois partir aux States, aux États-Unis, et voilà, donc je voudrais te le confier pendant 15 jours, t'inquiète pas, c'est un enfant adorable, il ne perturbera jamais les classes, il a 12 ans maintenant, tu le mets en classe de 5e, tranquille. Alors juste, il ne communique pas, il parle avec personne, mais il n'est pas nocif, il n'est pas dangereux, il va suivre en classe, il va éventuellement même apprendre les leçons, mais il ne parlera jamais, parce qu'il est incapable. Il dit pourquoi il n'est pas capable? En fait, ce qui se passe, c'est un enfant que Dieu préserve, donc ça se passe en Israël, à l'âge de 6 ans, il a vu son père tuer sa maman sous ses yeux. Un drame, une tragédie. Alors, l'enfant a continué à parler une semaine après, et au bout d'une semaine, il s'est mis à ne plus parler. Il ne parlait plus. Il parlait avec les mains, comme les Italiens, mais sans le son. Donc, ça, c'est la tragédie. Et donc, la psychologue dit, moi, je m'en occupe depuis tant et tant d'années. Il a été, en fait, évidemment, enlevé de la garde de son père. Il est dans la DAS israélienne, et c'est un garçon très bien, mais il ne parle pas.
Et il dit, bon, écoute, si tu me garantis que ce n'est pas un enfant nocif, ce n'est pas un enfant dangereux, il y a encore ça, j'accepte. Donc il accepte. Et il débarque comme ça en classe de 5e. Le Rav le met dans cette classe. Et voilà que le Rav se dit, ben voilà, je vais essayer d'observer cet enfant, je suis intrigué par cette notion de mutisme. Un enfant qui est devenu muet, c'est bizarre de devenir muet, c'est bizarre. Donc il est intrigué par ça. Donc que fait le Rav lorsqu'il avait l'enfant dans sa classe, puisque le Rav enseigne aussi dans la classe? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il se tournait pour écrire au tableau une notion, alors il utilisait ce que font d'ailleurs la plupart des bons professeurs, il utilise les vitres, vous savez, dans toutes les bahuts classiques, il y a des vitres comme ça dans les fenêtres, dans les salles, et plein de vitres. Alors que fait le Rav en général, enfin le professeur, c'est qu'il utilise la vitre comme miroir, de façon à voir quels sont les pitres, quels sont les éléments de la classe qui dérangent pendant qu'ils tournent le dos. Ouais, donc c'est comme ça en fait qu'en général les professeurs arrivent à choper les enfants qui envoient des boulettes ou qui font des bêtises ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, ils n'ont jamais le dos tourné, ils ont le dos tourné certes, mais ils ont un miroir qui leur permet de voir ce qui se passe. Alors, que fait le Rav? Alors, il passe son temps à chaque fois à observer, non pas les gens qui chahutent la classe, mais il observe essentiellement l'enfant. Et il se rend compte que pendant toute la classe, pendant tout le cours, l'enfant est en permanence vautré sur sa chaise, comme s'il n'était pas là, comme s'il n'existait pas. Et puis, lorsque le Rav se retourne pour écrire au tableau, l'enfant lève la tête. Et une fois que le Rav se retourne devant la classe, alors l'enfant fait semblant qu'il n'est pas là. Donc le Rav en déduit qu'apparemment, cet enfant suit parfaitement ce qui se passe, mais il ne veut pas rentrer en communication. Il est capable de rentrer en communication, mais il ne veut pas. À partir de là, le Rav décide de mettre en place avec tout son staff une stimulation de la communication. Comment il s'y prend? Tout d'abord, il demande à tous les gens du staff qu'à chaque fois que cet élève, il s'appelle Chaim, à chaque fois que Chaim demande quelque chose avec ses mains, parce qu'il ne parle pas, il parle comme ça, alors, par exemple, il va demander la clé de la buanderie pour aller laver son linge. Alors, à chaque fois, il faut dire, Chaim nous a demandé où était la clé de la buanderie. Chaim nous a demandé quel était le menu demain à table. Chaim nous a demandé quand est-ce qu'on fera la prière de Mincha. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant s'exprime, on greffe une parole artificielle comme si l'enfant avait parlé. Première étape, on greffe des paroles à un silence de l'enfant, à une expression, on va dire, inaudible de l'enfant. Première étape. Deuxième étape, le Rav va provoquer un peu plus. Chaque semaine dans cette yeshiva, ils ont la chance à midi d'avoir, une fois par semaine, un magnifique dessert, ouais, pas les choses absolument insipides comme les kiwis, les mangues, les mandarines, ah, quelle horreur. Ils ont un truc vraiment très bon qui s'appelle les danettes au chocolat. On appelle ça des badis en Israël. Donc, la vraie danette, donc c'est un jour par semaine, on a un super dessert. Maintenant, que fait le Rav, qui était toujours assis à la même table que l'enfant, puisque c'est un enfant qui venait de débarquer? Que fait le Rav? Il s'arrange pour rentrer dans le réfectoire un petit peu avant les élèves et il lui chipe sa danette. Donc en fait, il y avait des danettes qui étaient chacune devant le plat, enfin devant l'assiette. Donc lui, il arrive à côté du verre, il prend la danette, il la chipe. Donc l'enfant arrive comme ça, tout insouciant, il s'assoit et puis d'un coup, il voit que les 5 autres personnes de la table ont leur danette et lui, il n'a pas. Il est un peu énervé comme ça, il leur a dit, ça va, Chaim, tout va bien? Tout va bien, ok, très bien. La semaine d'après, rebelote, le Rav débarque un peu avant, et lui chipe encore une fois sa danette. Et il observe l'enfant qui débarque dans la cantine, et il voit que l'enfant a les yeux rivés vers sa place, et plus il s'approche de sa place, plus l'impensable a été réalisé. Encore une fois, on lui a chipé sa danette. Et il voit dans le faciès de l'enfant une colère qui monte, une colère contenue, mais qui monte. Et à ce moment-là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Chaim, t'as un problème? Et à ce moment-là, Chaim un peu explose. Il montre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Chaim? Ah, on t'a piqué ta danette, mais il n'y a pas de souci. Tu sais quoi, prends la mienne et je t'en donne encore une deuxième, le pauvre. Et regardez, les amis, il y a Chaim qui s'est plaint qu'on a piqué sa danette. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Qui a piqué? Chaim est furieux, il a dit qu'on a piqué sa danette. Encore une fois, dans un moment de stress, il fait croire comme si Chaim a dit qu'on a piqué sa danette. Bon. Troisième étape. Le Rav organise de façon artificielle, enfin en tout cas pour une fois, une sortie à la piscine.
Mais ce que fait le Rav, évidemment, en général, tout le monde a envie d'aller à la piscine, il organise un référendum. Ça veut dire que chaque élève est censé monter dans le bureau du Rav pour dire si oui ou non il a envie d'aller à la piscine, ou bien il préfère rester à la yeshiva, crouler sous les études. Ouais, donc vous pouvez imaginer la réponse de tout un chacun. Évidemment, on veut tous sortir, on veut tous aller à la piscine. Mais il organise le référendum juste pour que Chaim débarque. Donc Chaim débarque pour venir, évidemment, a priori dire oui. Et le Rav, donc, voit Chaim, ah ok Chaim, mais le Rav fait semblant de traiter un courrier, d'écrire. Ok, alors Chaim, vas-y, qu'est-ce que je marque? Tu veux venir ou tu veux pas venir? Et il ne regarde pas l'enfant, il est dans ses courriers, et l'enfant répond ah ok, tu veux pas venir? Ok, il n'y a pas de souci, tu veux pas venir, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de dire mais enfin, Chaim, c'est facultatif la piscine, tu n'es pas obligé de venir. Et l'enfant commence à être furieux de plus en plus. Et à ce moment-là, le Rav lui dit, mais écoute, Chaim, calme-toi, il n'y a pas de souci, tu ne veux pas venir, on va te mettre quelqu'un qui va te garder ici, il n'y a pas de souci, ouais, le téléphone. Et à ce moment-là, Chaim explose. Et il crie de toutes ses forces, l'onachon. Alors en hébreu, l'onachon, ça veut dire slow, c'est pas vrai, nachon, lo, nachon, c'est pas vrai. Il explose. À ce moment-là, le Rav lève les yeux, il dit, Chaim, tu sais ce qui s'est passé? Chaim, tu viens de parler. Chaim, tu viens de dire 2 mots. Il dit quoi, Chaim, tu me crois pas? Chaim regarde. Que fait le Rav? Il sort un enregistreur qu'il avait camouflé sous ses papiers. Il dit, regarde, Chaim, j'ai tout enregistré. Il appuie sur play et on entend ce cri, l'onachon. Regarde, Chaim, tu viens de le dire, regarde, je t'ai enregistré. Regarde, Chaim, tu as dit 2 mots. Lo, qui veut dire non, la négative, et nachon, qui veut dire c'est vrai, la positive. Avec ça, Chaim, tu peux aller partout. Ça, c'est ce que fait le Rav. Et c'est pas tout. Il dit, tu sais quoi, Chaim? C'est mon cadeau, je te le donne, c'est pour toi. L'enfant récupère le truc, il a un grand point d'interrogation, il n'arrive même pas à croire qu'il a réussi à sortir ces 2 mots. Et le Rav va observer l'enfant pendant toute la journée qui suit. Et le Rav suit l'enfant sans qu'il s'en rende compte. Il voit que l'enfant est allé se blottir dans son lit, tout simplement, et il est sous ses couettes, en train de s'écouter en continu, crier ce l'onachon, l'onachon, l'onachon. Et le Rav nous explique, une fois qu'il a fait cette histoire, il nous explique qu'en fait, l'enfant a vécu un traumatisme à l'âge de 6 ans. Voir son père tuer sa mère, c'est quelque chose qui, ne serait-ce que pour un adulte, de voir un meurtre, c'est quelque chose d'impossible à vivre. Vous imaginez un enfant qui a sa référence ultime, qui est en train de tuer son autre référence ultime. C'est quelque chose qui est juste impossible. Il n'a pas la conscience, il n'a pas l'inconscience, il n'a pas le psychique fort pour mettre des mots à ce qu'il a vu. C'est indicible. On ne peut pas donner des mots. Combien de séances de psychanalyse il faudrait pour pouvoir greffer des mots à ce qu'il a vécu, à ce traumatisme terrible? Il est tellement incapable, pardon, excusez-moi, de mettre des mots sur cette horreur, cette tragédie, qu'il en vient à croire qu'il est incapable de prononcer des mots. Donc il parlait jusqu'à présent, et puis maintenant il est dans ce choc tellement fort qu'il est persuadé qu'il est absolument impossible de pouvoir mettre des mots sur quelque chose. Et c'est comme ça que cet enfant a mis en place petit à petit une image de lui dans un mutisme, dans une incapacité à s'exprimer, qui va prendre la gouvernance de son existence. Ça veut dire que je ne peux pas parler. Voilà comment s'est construit petit à petit son incapacité à parler. Voilà un petit peu donc, si vous voulez. Je mets juste, excusez-moi, en muet les personnes qui rentrent, parce que si vous voulez intervenir, intervenez, mais c'est juste pour éviter les grésillements. Voilà ce qui s'est passé chez cet enfant. Maintenant, le Rav débrief et explique qu'il a fait exprès petit à petit de lui construire, de lui stimuler une image de lui, de lui provoquer finalement cette image de lui en train de parler, de façon à ce qu'il commence à y croire. Maintenant, ce n'est pas tout. L'enfant ne sait que dire que 2 mots. Il ne le croit pas lui-même. Il a besoin de, pendant toute la journée,
de s'entendre dire l'onachon. Le Rav va l'observer jusqu'à 3h, 4h du matin, l'enfant étant replay permanent, l'onachon, l'onachon, l'onachon. Petit à petit, donc l'enfant a enregistré le fait que oui, il existe un scénario possible, moi en train de parler. Le Rav va lui dire maintenant, il faut que tu apprennes à dire d'autres mots. Ça va être extrêmement dur. Jusqu'au jour où l'enfant va voir le Rav. Alors finalement, donc, la psychologue n'a pas repris, il était bien là-bas dans cette yeshiva. Le Rav l'a accepté, donc il est resté dans cette yeshiva. Quelques années après, donc l'enfant a suivi un cursus tout à fait normal. Quelques années après, l'enfant, vers l'âge de 17 ans, vient voir le Rav, il dit voilà, j'ai envie tout simplement de trouver une profession. J'ai envie de commencer à chercher une profession. Le Rav lui demande mais qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Et l'enfant de répondre en fait, j'ai envie de devenir professeur. Donc, vous comprenez qu'un professeur, c'est comme un conférencier, c'est un tchatcheur professionnel. Il passe son temps à parler. Maintenant, quand tu es muet, c'est un petit peu, enfin en tout cas un ancien muet, c'est un peu complexe. Et le Rav ne se démonte pas, il dit, mais tu sais quoi, professeur, mais c'est taillé sur mesure pour toi. Par contre, il faut que tu apprennes à faire ce qu'on appelle une prise de parole en public. Maintenant, c'est quoi une prise de parole en public? Eh bien, c'est très simple. Tu vas, pour apprendre à parler en public, c'est un certain stress, il y a une certaine trac. Ouais. Donc, tu vas tout simplement te mettre dans une salle que je te prête et tu te mets devant une classe imaginaire, et imagine-toi en train d'expliquer Thalès, un théorème de mathématiques ou n'importe quoi, devant deux personnes. Et tu t'imagines, tu te figures les deux personnes et tu leur écris au tableau, voilà ça et ça, le théorème de Thalès ou le théorème de je ne sais pas quoi. Puis une fois que tu as réussi pendant une semaine à t'imaginer en train de faire un cours devant deux personnes, tu passes à 5. Tu sais quoi, puis à 10, puis après à 15, puis après à 20. Et l'enfant, petit à petit, va se construire une image de lui en train d'enseigner. Et cette image va devenir petit à petit ce qu'il va être capable de faire. Encore une fois, l'image prend les rênes de ton existence. L'image de toi, évidemment. Cette image de toi prend les rênes de ton existence. Ça, c'est donc, si vous voulez, ce que le maître a mis en place. Et voilà un petit peu comment l'enfant a réussi. Alors, nous dit le maître Jacobson que cet enfant est devenu un professeur exceptionnel, avec une pédagogie incroyable, à qui il demeure un certain bégaiement. Ça veut dire que dans la vie, on peut essayer d'allumer toutes les énergies positives qu'on peut, mais on ne peut pas, si vous voulez, revenir à rien, comme si de rien n'était. Évidemment, cet enfant va être traumatisé, il gardera quelque chose, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne lui reste plus qu'un bégaiement de cette tragédie terrible que l'enfant a subie. Voilà un petit peu, si vous voulez, le point essentiel que nous touchons ici. Regardez, maintenant, on va essayer de voir dans quelle mesure tout va dépendre de la verbalisation. Je vous donne ici rapidement ce verset de la Torah qui parle de la construction de l'homme, de le façonnage de l'homme tel qu'il a été créé par Hachem. C'est un verset ultra connu du début de la Bible qui dit la chose suivante. Vayitzer Hachem Elokim et Adam afar min Adam. Hachem a façonné l'homme, poussière détachée de la terre, Vayipar be'apav nishmatraim. Il lui a insufflé dans ses narines Nishmatraim, une âme divine. Je suis dans le grand 2 petit b. Vaï à Adam les nefesh réel, et l'homme est devenu un être vivant. Alors, faites très attention à ce qui est marqué ici dans le texte. L'homme a été créé à partir du afar, c'est-à-dire la terre, mais c'est pas que de la terre, l'homme c'est pas que de l'argile. L'homme a en plus une deuxième partie à l'intérieur de lui, il abrite à l'intérieur de lui une nishmatraim, c'est-à-dire une âme de vie, une sorte de respiration du bon Dieu dans ses narines. Donc l'homme, c'est un système complexe qui allie à la fois une dimension charnelle, la terre, et à la fois une dimension spirituelle, le souffle de Dieu. Maintenant, bilan des courses, si tu prends de la terre plus de l'âme, ça fait un méli-mélo qui s'appelle le Nefesh Hayat, ce que je vous ai marqué ici en rouge, l'être vivant. Et là, il y a un commentaire de Rashi absolument magnifique, succulent, qui pose une question absolument incroyable. Il demande, mais je ne comprends pas. Si tu dis que le bilan des courses de l'homme, c'est qu'il est un Nefesh Hayat, un être vivant, alors j'ai une question fondamentale. Les animaux qui ont été créés avant l'homme, tout le livre de la jungle, toutes les vaches, tous les taureaux ont été créés bien avant l'homme.
Dans le texte de la Torah, ils sont aussi appelés Nefesh Chaya, qui veut dire un être vivant. Ça veut dire que finalement, alors ça plairait drôlement à Brigitte Bardot, finalement, l'homme et l'animal, blanc bonnet, bonnet blanc, selon l'appellation thoraïque. Alors, évidemment, ça c'est la question qui est posée par Rashi. Vous le voyez ici en bleu. Demande Rashi, mais je ne comprends pas. Les animaux et les bêtes sauvages sont aussi également appelées âmes vivantes. Réponse de Rashi. Cependant, celle de l'homme est la plus vivante de toutes, car il s'y ajoute la connaissance et la parole. Chez Niklesef Bo, De'ave Dibur, dit Rashi. Alors faites attention. On est les deux, animaux et hommes, on est des âmes vivantes, des êtres vivants, pardon. Mais nous, on est plus vivants que les animaux parce qu'on a en plus des animaux, Déa, la connaissance, et le Dibour et la verbalisation. Qu'est-ce qu'on entend dans ce qui est marqué ici dans Rashi par Déa et Dibour? On entend ici ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux, excusez-moi, de la parole. C'est-à-dire, pour pouvoir m'exprimer, ouais, encore faut-il que j'ai une pensée au préalable. J'ai une pensée qui va être petit à petit organisée. Je vais me faire une phrase dans ma tête que je vais enfin pouvoir exprimer. Donc, la pensée, la dimension intellectuelle permet l'aboutissement vers une verbalisation. Ça, c'est un schéma extrêmement classique et qui fait que Dieu préserve quelqu'un qui recevrait un coup sur la tête. D'un coup, il ne sait plus parler, il oublie tout. Oui, parce que tout est gouverné par la dimension cérébrale. Le côté intellectuel me permet, la connaissance me permet de prononcer des mots qui sont articulés selon une syntaxe tout à fait particulière. Ça, c'est le premier chemin. Mais inversement, lorsque je m'exprime, d'une certaine façon, je me donne la possibilité de clarifier un petit peu ma pensée. Ça veut dire que j'avais une pensée qui était un petit peu floue, et c'est justement en le disant qu'elle devient un peu plus claire. Donc maintenant, c'est le mécanisme inverse. On appelle ça, dans le langage des scientifiques, un feedback positif, ce qu'on appelle un cercle vertueux. Maintenant, ça, c'est ce qui se trame ici au niveau de la spécificité humaine. Nous avons une parole qui permet d'exprimer des choses, mais en même temps de raffiner ma couche intellectuelle. Vous allez dans l'encadrer un deuxième maître du Moyen-Âge. Alors, Rachid, c'est 1040-1105, lui, c'est beaucoup plus, 1300-1400. Et ce maître va montrer quelque chose d'assez magnifique, au niveau de la puissance de la verbalisation. Au détour d'une mitzvah qui s'appelle la mitzvah des Bikurim. C'est un commandement que nous avons, qui se trouve dans la paracha de Kitavo, et qui nous enjoint, nous, les Juifs, lorsqu'on va monter en Israël, donc à l'époque du Temple, et que nous avons un petit lopin de terre dans lequel nous cultivons les 7 fruits d'Israël, parmi les 7 fruits d'Israël, qu'il s'agisse de l'olive, de la figue, de la grenade, donc parmi ces 7 fruits. Alors, on a un devoir, le jour où va poindre au printemps le premier bourgeon de l'arbre, je vois le premier bourgeon de la figue. J'ai un devoir, d'après la Torah, de prendre un fil et d'entourer ce bourgeon pour le repérer, de telle façon à ce que lorsque ce bourgeon va donner une magnifique figue, eh ben, je prenne cette figue, je la mette dans un panier, et ceci pour chacun des arbres, le premier, et de telle façon à ce que je remplisse un panier et que j'amène ce panier à Jérusalem, même si j'habite à Beersheba, peu importe, je dois l'amener à Jérusalem, et une fois que je l'amène à Jérusalem, eh ben, je devrais faire une déclaration en donnant ça au Kohen, au pontife qui se trouve là-bas. Alors, les commentateurs demandent la chose suivante: une fois que moi, j'amène ma taxe, on va dire la taxe, le prélèvement à la source, c'est le cas de le dire, qui a été imposé par la Torah, pourquoi aussi faire une déclaration? La déclaration, en fait, c'est une déclaration dans laquelle on va dire, voilà, l'histoire du peuple juif, elle est assez incroyable. Ça a commencé par un Yaakov, un patriarche Yaakov, qui a été extrêmement malmené par son beau-père,
qui a essayé de le déraciner, de lui faire beaucoup de problèmes. Et puis, il est venu en Égypte. Et puis, en venant en Égypte, il s'est installé. Et puis, on est sorti d'Égypte. On a réussi à s'installer en Israël. Bref, on raconte un petit peu toute cette histoire magnifique du peuple juif. Et pour dire, ben voilà, moi, je suis un descendant de cette histoire magnifique et je profite maintenant de la terre. Et je te dis merci Hachem. Demande les commentateurs, mais pourquoi avoir besoin de toute cette déclaration pompeuse, alors que d'entrée de jeu, le fait qu'il amène ses premiers fruits, ce qui n'est pas évident, ben ça prouve qu'il remercie Hachem. Réponse du maître, la chose suivante. En deux mots, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'ajoute la déclaration, qu'est-ce qu'ajoute la déclaration, la verbalisation sur ce don incroyable? Alors, réponse du maître, et c'est magnifique, regardez chacun des mots. Car l'homme réveille ses pensées et se fait une image de la vérité par le biais de la verbalisation. Donc, première des choses, la verbalisation a un impact sur ma pensée et sur mon sens de la vérité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Hachem l'a gracié et l'a béni, lui et son champ, par des fruits, et lui a permis de les amener dans son temple, il est de mise de réveiller son cœur par ses paroles et qu'il réalise que tout lui est venu par Hachem. C'est-à-dire que la verbalisation n'a pas qu'un seul impact au niveau de la pensée et au niveau du sens de la vérité, mais la verbalisation me permet aussi de réveiller mon cœur. C'est un petit peu ce que l'on retrouve très souvent dans ces critiques que nos épouses nous font, qui nous reprochent toujours, nous les maris, de ne jamais leur dire « je t'aime ». Et le mari, très souvent, répond « mais enfin, tu comprends bien, si je ne t'aimais pas, je ne serais pas là. Quoi. Je te l'ai dit une fois sur la roupa, ça suffit. Ouais, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. » Bon. Et donc, il y a ici un hiatus assez formidable, et qui fait que la femme va répondre « oui, ok, c'est vrai, tu me l'as dit, mais tu ne me le dis jamais. » Donc, elle est un petit peu suspendue à ce « je t'aime ». Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi le mari ne dit pas « je t'aime » En fait, très simplement parce que les hommes, en général, ont une façon très analytique de regarder la vie, et notamment leur épouse. Et dans leur comptabilité analytique, tant que son épouse n'est pas tip-top, ouais, eh ben, ils n'arrivent pas à dégainer de façon authentique le « je t'aime » absolu. Et donc, comme il y a toujours quelque chose à bricoler, eh ben, j'arrive pas à dire « je t'aime ». Mais le paradoxe est suivant, c'est que justement, s'il le disait, eh ben, il le réveillerait à l'intérieur de lui. C'est justement parce qu'il ne le dit pas qu'il la trouve pas tip-top. Commence à le dire et tu verras que ce sera une réalité, une vérité qui va s'incruster à l'intérieur de ta tête et ça va réveiller chez toi quelque chose du domaine sentimental. Ça, c'est la subtilité extraordinaire de ce chinois. Maintenant, vous comprenez à partir de ce qu'on dit sur la verbalisation qu'il y a un secret extraordinaire dans les relations humaines. Lorsque je suis en face de quelque chose qui est mal réalisé par un enfant, par son conjoint, par un employé, par un associé, peu importe, toujours de dire à Jacobson d'avoir une stigmatisation positive de la personne et éventuellement négative de l'acte. Je m'explique. Si l'enfant a fait une bêtise, si mon conjoint n'a pas fait ce que je voulais, je trouve que c'est médiocre ce qu'il a fait. Ne jamais dire tu es médiocre, tu es bidon, tu es paresseux, paresseuse, tu es pas appliqué. Ne jamais toucher à l'être de la personne. Systématiquement créer cette déconnexion, cet acte que tu as fait n'est pas bien et ne te ressemble pas. Même si je suis persuadé que la personne à qui j'impose ce reproche, mon fils, ma fille, peu importe, je sais pertinemment que ça lui ressemble, je vais faire comme si ça ne lui ressemble pas et créer une dichotomie entre la personne et l'acte. Donc, lorsque un enfant fait quelque chose de bien, je lui dis, stigmatisation positive, tu es génial, tu es gentil, un enfant sans faire exprès a prêté sa trottinette alors qu'il est égoïste de nature, je dis waouh, comme tu es gentil, comme tu es bon. Mais je ne comprends pas, je sais pertinemment qu'il ne l'est pas, ce n'est pas grave. En lui disant qu'il est bon, il va y croire et il agira un petit peu plus. Ça ne va pas dire d'un coup il va changer, mais il agira un petit peu plus en fonction de l'image qu'on a de nous. De lui, pardon. Je répète, nous sommes les architectes de l'image de soi que la personne qui est en face de moi a. Plus je vais dire tu es comme ça, plus l'individu va agir en fonction de cette image positive. Plus je vais dire tu es bidon, plus il agira en fonction de cette image négative que j'ai de lui. Avec ça, on amène une histoire magnifique. Il y a qu'il y avait un jour une jeune fille qui a voulu faire une surprise à sa maman le jour de son anniversaire. Et elle s'est dit, une fois que maman va au boulot,
j'enfile le tablier de travail et je vais lui faire la maison intégrale. Comme ça, quand elle rentre de la maison, elle aura son cadeau d'anniversaire, la maison. Quand elle rentre du boulot, pardon, elle aura son cadeau d'anniversaire, la maison tip-top. Ça, c'est donc ce que propose ici Rav Jacobson. Enfin, pardon, l'enfant, il se dit. Maintenant, la mère ferme la porte, la fille enfile son tablier, et puis d'un coup, voit l'état de la maison catastrophique. Les lits sans dessus-dessous, le linge sale des enfants jeté par terre. Alors, elle se dit, bon, oh là, je crois que j'étais un petit peu trop optimiste. On va déjà se cantonner à faire les parties publiques. Ouais, les chambres des enfants, ils ont qu'à se débrouiller, c'est leur eux. Moi, j'ai pas envie de les gérer. Je fais le salon, la cuisine, ouais, ça va manger. Puis elle arrive comme ça, elle arrive dans le salon, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le Monopoly qui est complètement tombé par terre, elle voit des traces de cornflakes, elle voit une chaussure dépareillée ici, l'autre elle est dans la chambre, bref. Oh là là, quel chantier, mais c'est compliqué. Bon, je vais quand même, bon, ça c'est trop dur pour moi, peut-être que je vais faire que la cuisine. Et donc elle dit, bon, je fais la cuisine, c'est déjà bien, elle arrive, la cuisine sera bien, c'est super pour ma maman. Donc elle débarque dans la cuisine, et puis manque de peau, c'est un foyer religieux. Donc il y a un évier de lait, un évier un évier viande, mais le pire, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux pleins. Il y a la vaisselle de hier, la vaisselle de ce matin, ouais, les cornflakes, et par terre, enfin, une spongia, il dit, oh là, j'y arriverai, j'y arriverai. Et au bout du compte, la fille a fait rien du tout, nada, wallo, rien du tout. Maintenant, c'est une fille qui était plein de bonnes intentions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une fille qui a une mère perfectionniste. Et à chaque fois que sa mère lui demandait de faire quelque chose, systématiquement, sa mère lui disait, c'est pas comme ça qu'on fait, on tire les lits à 4 épingles, il faut être beaucoup plus soigneuse, tu n'y arriveras jamais dans la vie, parce que tu n'es pas abouti, parce que tu fais les choses à moitié. Et comme sa mère lui a dit à peu près 153 000 fois, donc dans sa tête retentit en permanence, j'y arriverai jamais. J'y arriverai pas une fois, deux fois, 150 000 fois. Et donc, au moment où elle a une velléité de faire quelque chose de bien, vient contrecarrer en permanence cette image très forte de sa mère, cette parole très forte de sa maman qui lui dit « tu n'y arriveras jamais ». Et donc, elle n'y arrive jamais. C'est-à-dire, puisque sa maman lui a incrusté ça à l'intérieur de sa tête, ça devient encore une fois le gouvernail, ça devient le tuteur de son action. Voilà un petit peu comment les choses se mettent. Alors maintenant, je vous ai promis, dans les 10 minutes qui suivent, une thérapie. Comment on fait dans la vie lorsqu'on est déjà complètement atrophié? Élément de réponse, regardez. Je m'inspire ici d'un verset qui se trouve dans le chapitre 2 du livre de Ruth, qui parle de ce moment assez incroyable où on a donc Boaz. Alors, je vais vous le faire à l'envers. Ouais. Si je vous disais, par exemple, que récemment, il y a Mark Zuckerberg, le patron de Facebook et de Insta, qui a débarqué ici en France. Et il a voulu voir le underground, il a voulu voir un petit peu le vrai Paris, le Paris dans sa phase métro. Il a voulu voir c'est quoi le métro parisien, le métro mythique parisien. Donc il débarque comme ça, il se dit je vais aller dans un métro populaire, ouais, à l'époque avant le Covid, je parle évidemment avant le Covid, et il débarque comme ça, place Châtelet, donc il descend dans le métro Châtelet, ouais. Et puis il rentre dans la rame comme ça, et puis d'un coup débarque dans cette rame une jeune fille qui arrive et qui dit voilà, elle fait la manche, comme beaucoup font la manche. Maintenant, cette fille est en haillons, elle a les pieds noirs, pas parce que c'est une pied noir, mais parce qu'en fait, elle marche pieds nus, la pauvre. Et puis, elle est là comme ça, en vrai évidemment haillons. Et voilà que Zuckerberg porte ses yeux sur cette fille, et voilà qu'il tombe follement amoureux. I fell in love. Et il décide de se marier avec cette, entre guillemets, va-nu-pied. Je pose une question. S'agit-il d'une info ou d'une intox? À vous de jouer. Participez un petit peu, je vous en supplie, je me sens trop seul. Si ça te bien accompagné, mais je me sens seul. À votre avis? Intox. Pardon, Cathy? Intox. Intox. Pourquoi intox? Ça paraît trop peu vraisemblable quand même. Trop peu vraisemblable. Effectivement, ouais, c'est vrai que ça paraît peu vraisemblable parce que ça veut dire qu'il y a trop de choses qui les séparent. Disons qu'on se fiche de l'argent, ce qui n'est pas forcément évident, mais disons qu'on se fiche totalement des milliards de Zuckerberg et qu'il a le droit de tomber amoureux d'une fille qui n'a pas le sou. C'est pas grave, au contraire, il a suffisamment d'argent pour gérer ça à deux. Ouais. Il y a une deuxième réponse qui a été donnée. Attendez, excusez-moi. Fermez. Hop. Intox, ouais. Donc, encore une fois, intox, ouais. Après, moi aussi, j'ai envie de dire intox. Si je vois ça dans un People Magazine,
Tu vas me dire, bon, c'est juste en fait une intox, c'est n'importe quoi. Intox, je ne l'imagine pas dans le métro. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je ne l'imagine pas dans le métro. Non, mais c'est vrai, ça c'est vrai, c'est un petit peu bizarre. Mais disons qu'il a 4 ou 5 gardes du corps en civil, ne vous inquiétez pas. Et il voulait voir c'est quoi le métro. Il a le droit de voir c'est quoi le métro, c'est pas grave. Ouais. On peut éventuellement même aussi visiter un bidonville dans la vie, c'est pas grave. Ouais. Même si on est milliardaire, c'est juste pour le côté exotique, ouais, c'est le fun. Mais c'est pas trop gênant. Mais en fait, c'est vrai que tomber amoureux d'une fille, ouais, qui connaît ni d'Ève ni d'Adam, passons le fait qu'elle n'ait pas d'argent, ce n'est pas ça le problème. Mais dans quelle langue il va s'adresser à elle? Elle ne connaît pas d'anglais non plus. Elle connaît tout juste le français. C'est-à-dire que comment ils vont parler ensemble, ouais. Maintenant, par ça, au niveau culturel, vous connaissez la femme de Zuckerberg, ouais. C'est une Chinoise qu'il a rencontrée à Harvard. Ça veut dire qu'en général, on se marie un petit peu, je ne dis pas avec le même QI, mais on se marie un petit peu avec les gens avec lesquels on partage des choses. Ils sont sur les mêmes bancs de l'université. Il faut qu'il y ait des médecins, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est-à-dire on a besoin de parler un tout petit peu, ouais. Alors même si elle est immensément belle, c'est le va-nu-pied, même ça, mais c'est pas suffisant dans la vie, on ne se marie pas avec ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est de l'intox. Maintenant, figurez-vous que pour nous, c'est de l'intox, mais cette histoire a effectivement existé dans notre histoire juive. Cette histoire, c'est l'histoire de Boaz et de Ruth. De Ruth, oui. Parce que Boaz était immensément riche, un multimilliardaire, donc c'était un petit peu le Jeff Bezos ou le comment ça s'appelle, patron Microsoft, là, comment ça s'appelle, Microsoft, oh là, Bill Gates. Donc c'était Bill Gates de son époque, l'homme le plus riche de son époque. C'était aussi, il n'y a pas que ça, pas que riche. Ouais. On va oublier un peu l'argent, hein, je sais que c'est parfois difficile, mais c'est pas grave, on va l'oublier. Mais ce qui est intéressant, c'est que Boaz, il était aussi immensément grand en termes de vertu. Il est aussi immensément incroyable en termes de Yirou, ça veut dire en termes de lignée. Une lignée royale, il descend directement de Yehuda. C'est la classe, c'est l'aristocratie juive. Donc il a tout le bonhomme, il a le fric, il a le sang bleu, il a la vertu incroyable, c'était le grand Dayan de l'époque. Ouais. Donc le bonhomme, il cumule tout, quoi. Il cumule tout ce qu'on peut rêver pour un individu. Et voilà que le livre de Ruth est là juste pour nous montrer qu'il va finir par se marier avec Ruth. Maintenant, Ruth, alors elle est bien sympathique, tout ce que tu veux, mais bon, déjà au niveau Yirous, au niveau généalogie, au niveau aristocratie, c'est, on va dire, elle a l'histoire la plus complexe, la plus décriée du judaïsme. Elle descend de Moab. Et Moab, c'est la peuplade pour laquelle la Torah stipule Lo yavo Moab bikal Hashem. On ne veut pas les avoir dans la Keïla, dans la communauté. Ils peuvent se convertir, mais ils ne se marient pas. On ne les veut pas dans la Keïla. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement pingres. Le jour où on a traversé les plaines de Moab, on leur a demandé, moyennant de l'argent, un peu d'eau et de vivres. Ils nous ont dit, allez vous faire voir. Nous, on ne secourt pas l'étranger. On n'aime pas l'étranger. Ils viennent manger pain des Français, comme disait Fernand Reynaud. On ne supporte pas les étrangers. Alors, une telle opacité à l'ouverture à l'autre rend finalement totalement non miscible à la Torah. C'est impossible. C'est non miscible et inadmissible. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, elle se convertit. Et alors, l'interdiction de rentrer dans la Kéla, c'est que pour les hommes, pas pour les femmes. Donc, elle peut se marier. Mais elle s'est mariée. Et malheureusement, son mari est tout de suite tombé malade. Il est mort rapidement. Bref, donc, ça veut dire Ruth, elle n'a pas une généalogie belle, plutôt décriée. Moche, Moab, c'est l'inceste. Deuxième chose, elle a un côté un petit peu loser. Ça veut dire qu'elle se marie, le mari tombe malade, il meurt. Pareil, sa belle-sœur, pareil, son beau-frère. Ça veut dire que gravite autour d'elle une sorte de sentiment de veuve noire, si vous voulez. C'est foutu. Ouais. Et puis, elle n'a pas le sou. Elle est va-nu-pied. Elle revient de pleine boîte. Elle n'a plus un sou. Elle marche par terre. Elle marche pieds nus. Elle n'a même pas de quoi s'acheter des sabots. Ouais. Même ça, elle n'a pas même des collants. Elle n'a rien. Donc, ça veut dire que c'est le sommet de la pauvreté, le sommet de la. On peut être vertueuse. Mais a priori, tu te demandes, mais comment tu vas réunir les deux? Pas possible. Ouais. On voit bien que chez Tchikabat, ça ne marche pas. Pourquoi ça marcherait pour Boaz, à Mavdil? Ouais, élément de réponse, l'élément est marqué dans ce verset. Ce verset, c'est le moment où Boaz, donc grand propriétaire foncier, grand propriétaire agricole, arrive dans un de ses champs. Venez Boaz Bamé Bethléem de Bethléem. Vayomer la Kotrim, il s'adresse aux Kotrim, les moissonneurs, il leur dit Hachem imachem, Amona imachem, c'est-à-dire Dieu est avec vous. Et les Kotrim et les moissonneurs répondent Yevarech Hachem, que Hachem te bénisse. Alors, il se passe quelque chose de grandiose dans ce qui est marqué ici. Je l'ai marqué en violet ici. Ils arrivent, lui, le grand propriétaire, le multimilliardaire, il voit ses employés, ses chaouches,
Et il leur dit, Amona imachem, Dieu est avec nous. Comment tu peux savoir que Dieu est avec lui? Tu as des lunettes translucides qui te permettent de voir la présence de Dieu? Non. Je vois en toi, en t'observant, quelque chose de génial. Et ce talent génial est révélateur de quelque chose de grandiose chez toi, de ta neshama, de ton âme. Donc il y a du Dieu à l'intérieur de toi. Et je te le dis, je te le verbalise. Et comme je te le verbalise, toi tu me réponds en retour que Hachem te bénisse, que Hachem te déploie. La bénédiction, c'est le déploiement d'un individu. On a ici toute une dynamique qui est mise en place par Boaz. Boaz a institué une nouvelle façon de se dire bonjour. On se dit plus bonjour. Salut, comment ça va? Et toi? Ouais, Baruch Hachem, grâce à Dieu, et toi? Non. Quand on dit bonjour, on prononce le nom de Dieu. Amona imachem, je vais vous le dire en hébreu tel qu'il faut le faire. Veine Boaz bami Bethlehem vayomer la Kotrim, il s'adresse au Kotrim et il dit Adonai imachem vayomru lo yevaerecha Adonai. Ils disent que Dieu te bénisse. Ça veut dire que maintenant, attention, on prononce le nom de Dieu quand on dit bonjour. Et comment je prononce? En essayant de détecter chez l'autre sa génialité. Ça, c'est ce qui a été mis en place, ce qui fait que Boaz dans sa vie, quand il regarde quelqu'un, au lieu de faire comme nous on fait, c'est-à-dire de voir ce qui cloche, ah tiens, c'est bizarre, les godasses, elles ne vont pas très bien avec sa cravate. Ou bien, ouais, on a comme ça une sorte de spectre, de scanner qui nous permet de rapidement, si vous voulez, déboucher sur un regard un peu canard enchaîné des autres. Nous, les Français, sommes très forts dans la critique. Eh ben, ce qu'a mis en place Boaz, c'est l'inverse. Je vais essayer de repérer ce qui est génial chez lui. Eh ben, ça, c'est exactement le regard qui permet de permettre à l'autre de se déployer. C'est ce qu'on attend à l'intérieur d'un couple, c'est ce qu'on attend dans l'interface avec les enfants. Si tu es capable de te déconnecter de tout ce que tu as l'habitude de voir chez l'enfant de négatif, et tu vas essayer de revenir à la recherche de ce qui est positif, et de ne verbaliser que ce qui est positif, je peux vous garantir que ça fait un effet bœuf chez les enfants. Et pareil dans l'économie du couple. Arrête de systématiquement te focaliser sur ce qui cloche, sur ses défauts, parce que toi aussi, tu en as, et les défauts, c'est compliqué à faire avancer. Commence à mettre le point, à pointer l'index sur ce qui est génial chez elle ou chez ce qui est génial chez lui. Et le dire, et plus tu le verbalises, plus tu lui permets d'y croire, et donc tu deviens petit à petit architecte de sa construction. Ça, c'est le regard fantastique. Je vous amène 2 références ici magnifiques qui sont proposées par les 3 points. Je finis sur ces 3 points. J'empiète un petit peu sur le cours de tout à l'heure. C'est pas grave. Le Rabbi Yonah dit un truc extraordinaire. La clé essentielle dans la vie est de connaître sa valeur propre et ses qualités et celles de ses pairs. Leur grandeur et leur importance et à quel point elles sont choyées aux yeux d'Hachem. Et si l'individu ne connaît pas sa valeur et celle de ses pairs, il pourrait très facilement se laisser emporter dans des chemins tortueux. En deux mots, la déroute, nous dit le Rabbi Yonah, la déroute du voyou est avant tout liée au fait qu'il n'a pas suffisamment pas suffisamment conscience de sa grandeur. C'est moins l'attrait des bêtises que la conscience de sa hauteur, de sa grandeur, du fait que noblesse oblige. Ça, c'est donc le point sur lequel il faut travailler. Je vous ai amené ici le Rav Israël Salinter, qui te dit que si tu as envie de travailler de façon positive sur ton concept de soi, tresse un grand cercle, pas petit comme ça, parce que je n'ai pas de place dans la feuille, un très grand cercle. À l'intérieur de ce cercle, dit Rav Israël Salinter, tu vas mettre tes traits de caractère, talents et dons qui te sont propres. Et je vous ai marqué plein de talents. Je suis empathique, je suis introverti, je suis ordonné, je suis poète, je suis fidèle, je suis ingénieux. Fidèle, ça veut dire, on me dit, voilà, je te livre un secret. Je vais être fidèle à ce que j'ai dit, je ne le répéterai à personne. De personne, vous savez, tu balances un secret, ça ne sortira pas du département. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je suis ingénieux, je suis intellectuel, je suis émotionnel, je suis sportif, je suis mélomane, je suis drôle, j'ai un certain type d'amis. Ça, c'est, si vous voulez, mon cariotype de tous mes traits de caractère positifs. Maintenant, attention, à l'extérieur, je ne mets pas de traits de caractère négatifs du tout. Je ne parle jamais des traits de caractère négatifs. Je ne mets à l'extérieur que les traits de caractère que je n'ai pas. Si je suis quelqu'un de radin, je mets à l'extérieur générosité. Ce n'est pas moi encore. Maintenant, nous dit le Rav, la technique. Tu te concentres sur l'intérieur du cercle. Petite parenthèse, quand je fais ce test avec des étudiants, je leur dis, citez-moi rapidement 3 qualités qui vous sont propres. La plupart du temps, rares sont les étudiants qui peuvent me dire, oui, j'ai ça, ça, ça et ça. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas capables de dire sur eux-mêmes 3 talents incroyables. Et chaque individu a au moins 3 talents incroyables. Ça prouve déjà qu'ils ont un concept de eux déjà atrophié.
Ça, c'est donc le premier point essentiel à attraper. Une fois que je me concentre à l'intérieur du cercle, je m'imagine. Imagine que tu devrais recevoir dans ta boîte un individu qui cumule toutes ses qualités. Qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est génial, il est là, il est fidèle, il est truc, il est travailleur, il est ici, mais je fais un truc génial. Puis après, tu dis, tu sais quoi, c'est pas toi qui vas l'embaucher, parce que cette personne, c'est toi-même. D'un coup, tu vas avoir une joie incroyable de réaliser ce que tu es vraiment. Ça prend du temps à compléter jusqu'au bout le cercle, enfin, remplir le disque, oui. Ce disque en question, il faut le remplir, n'est pas que de 2 qualités. Il faut qu'il y en ait 7, 8. Parce qu'on a tous 7, 8 zones de génialité. Une fois que tu la construises, tu vas découvrir ta carte d'identité au niveau de ton caractère. Et à partir de là, tu as de quoi être heureux. Une fois que tu as mis ça en place, tu t'es découvert et tu vas maintenant travailler dans ta vie pour essayer de déployer au maximum tous ces traits de caractère positifs qui t'amèneront petit à petit à attraper les caractères positifs que tu n'as pas. Dernier point, je m'arrêterai là-dessus, c'est le Shla Kadosh, un maître donc du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, qui dit que lorsque un individu est déjà atrophié dans son concept de soi, alors avant de dormir, donc dans cette phase entre la conscience et l'inconscience, essayez de se répéter pendant, on va dire, 3 semaines. Un coach m'avait dit 3 semaines, enfin, ce que disent les coachs aujourd'hui, ils disent 3 semaines. Attends, lui, il dit pas 3 semaines, le Shlakadosh. Tu vas te répéter 1 ou 2 qualités avant de dormir que tu as, qui sont les tiennes. Et en disant la chose, voilà, j'ai telle et telle qualité, 2, 3 qualités. Et comme j'ai ces qualités, je vais déchirer ma journée demain au nom de ces qualités. Quand tu te figures ça juste avant de dormir, en te levant le matin, tu vas agir en fonction de cette nouvelle modélisation de ton concept de soi. Tu le répètes ça de façon régulière et petit à petit, tu vas arriver à construire ton concept de soi fort. Un petit peu ce que l'on peut dire par rapport à la notion de concept de soi. Je suis désolé, je vais devoir passer dans un autre Zoom parce que là, j'attaque la construction, justement, apprendre à travailler sur soi-même, l'agrandir. On attaque donc maintenant la colère. Donc, je passe maintenant dans mon Zoom personnel pour entamer le cours. J'ai 5 minutes de retard. Je suis désolé, je suis obligé de vous dire au revoir. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser ensuite sur mon WhatsApp. Je vous dis au revoir et très bonne semaine. À la semaine prochaine, Bézat Hachem.